L'avenir de l'univers est à la fois incroyable et terrifiant. Tout ce que vous voyez dans cette vidéo est vrai. De l'Afrique qui se fissure et une mer entière qui devient un désert, jusqu'au ciel nocturne qui s'assombrit, une galaxie après l'autre. Nous allons tout manquer. Je vais vous faire voyager pour voir à quoi ressemblera la Terre dans des milliards d'années et ce qui créera la dernière lumière à briller dans le cosmos. Et tout commence avec quelque chose qui se trouve au-dessus de votre tête depuis toujours. Si vous vivez dans l'hémisphère nord, vous connaissez probablement Polaris, la célèbre étoile polaire. Nous la voyons comme un point fixe tout en haut du ciel, qui ne bouge jamais. Et pourtant, au cours des 12 000 prochaines années, voici ce qui va réellement se passer. Polaris va s'éloigner du pôle nord céleste, et dans environ 11 700 ans, une nouvelle étoile prendra sa place. Vega. Les étoiles elles-mêmes ne bougent pas vraiment. Elles sont tellement éloignées qu'elles ne changent pratiquement jamais de position par rapport à nous. C'est la Terre qui oscille ainsi. Sur une période de plus de 26 000 ans, nous effectuons un mouvement circulaire complet. Et pendant ce temps, notre étoile polaire change. Même aujourd'hui, Polaris n'est pas parfaitement au nord. Si l'on zoome, elle décrit un petit cercle se trouvant à seulement 0,46 degrés du nord géographique. Elle quittera officiellement le point nord vers l'an 2400, et pendant les 800 années suivantes, l'hémisphère nord n'aura plus d'étoiles polaires célèbres. Mais ce n'est pas si grave. Je veux dire, l'hémisphère sud vit comme ça en ce moment, là-bas. Il n'y a pas d'étoiles brillantes au pôle. Pendant des siècles, les marins ont navigué en utilisant l'étoile polaire. Alors, qu'est-ce que les marins du Sud faisaient? Eh bien, ils regardaient la croix du Sud prolonger son grand axe comme ceci, l'aligner avec cette ligne tracée à partir des deux étoiles brillantes appelées les étoiles pointeurs, et juste là se trouve le pôle céleste sud. Nous perdrons notre étoile polaire dans quelques siècles, mais Vega la remplacera ensuite. Notre ciel se réorganise constamment, mais le sol sous nos pieds change lui aussi en permanence. Et à un endroit précis, quelque chose de tout à fait nouveau est sur le point d'émerger de la mer. Voici Hawaï de nos jours, un archipel composé de 137 îles et atolls. Voici les 8 principales. Maintenant, juste au large de la grande île, il n'y a rien, mais la prochaine île d'Hawaï est déjà là. Vous ne pouvez tout simplement pas la voir pour l'instant. À près d'1 kilomètre sous la surface, il y a une montagne et elle grandit. C'est Kama Ekwa Kanaloa. Ces îles se forment quand un panache de chaleur du manteau terrestre traverse les plaques tectoniques en mouvement. La plaque du Pacifique avance d'environ 8 cm par an. Donc, comme un tapis roulant, une île après l'autre émerge de l'océan. Et voici la plus récente, le plus jeune volcan de la chaîne. Son sommet se trouve encore à 975 mètres sous l'eau. Donc, pour devenir une véritable île, il doit grandir de presque 1 km entier. C'est plus haut que le Burj Khalifa. Cette croissance devrait prendre environ 100 000 ans. Pour l'instant, c'est assez calme, juste de la lave qui s'écoule de ses profondeurs océaniques. Mais à mesure qu'il s'approche de la surface, les choses deviennent violentes. Vous verriez une colonne de cendres noires de 9 à 10 km de haut, remplie d'éclairs. Et même percer la surface ne suffit pas pour survivre. En 1963, juste au large des côtes de l'Islande, une toute nouvelle île appelée Surtsey a commencé à émerger de la mer. Elle a survécu car la lave a scellé les vents au fond de l'océan et l'a enfermée dans une roche dure, comme une armure. 3 îles sœurs ont essayé d'émerger à ses côtés. Mais sans cette armure, l'océan les a tout simplement englouties, toutes les 3 en quelques semaines. Donc dans 100 000 ans, la 9e île d'Hawaï émergera enfin. Et personne vivant aujourd'hui ne pourra jamais se tenir sur ses rivages. Pendant plus de 10 ans, les astronomes surnommaient cette étoile « étoile de la mort », la voyant comme un pistolet chargé visant la Terre. Elle s'appelle WR 104, à environ 8400 années-lumière d'ici. C'est un type rare appelé Wolf-Rayet, engagé dans une danse orbitale avec une étoile compagne chaude. Les Wolf-Rayet projettent constamment des vents énergétiques à grande vitesse. Tandis que les deux étoiles orbitent ensemble, leurs vents se heurtent et projettent de la matière surchauffée dans toutes les directions. Cela laisse une spirale lumineuse de poussière que nous utilisons pour mesurer leur vitesse d'orbite. Une rotation complète tous les 241 jours. Un jour, cette étoile va exploser en supernova. Et en 2008, les observations ont suggéré que son pôle était presque directement orienté vers nous. Si une étoile de ce type explosait en supernova et émettait un sursaut gamma, pointé droit vers nous dans l'axe de son pôle, un faisceau du rayonnement le plus intense de l'univers, ce serait un très mauvais jour pour notre atmosphère. Cela pourrait complètement détruire la couche d'ozone et déclencher une extinction massive.
Mais heureusement, des observations ultérieures montrent que nous la voyons plutôt de côté. Le sursaut gamma nous manquerait. Aucune crainte à avoir, mais elle explosera tout de même et brillera plus que Jupiter, bien qu'à plus de 8000 années-lumière. Nous la verrons briller dans le ciel pendant des mois. Et voici le hic. Nous n'avons aucune idée de quand cela arrivera. Cela pourrait arriver dans des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'années, mais dans tous les cas, toi et moi allons certainement le manquer. En ce moment, l'Afrique est en train de se diviser en deux. Et je veux vraiment dire en ce moment. Pendant que nous parlons, le continent est littéralement en train d'être tiré en deux comme ceci. C'est juste que cela se produit si lentement que tes propres ongles poussent plus vite. Voici le rift est-africain, une déchirure de 3000 km qui s'étend de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique. La plaque somalienne est repoussée du reste de l'Afrique à raison de 5 à 7 mm par an. Si on lui laisse assez de temps, la mer commencera à s'y engouffrer. Un tout nouvel océan va naître. À mesure que la croûte s'étire et se fissure, un nouveau plancher océanique se forme. Et c'est la première fois que nous assistons à ce processus en direct. Et le plancher océanique est plus proche que vous ne le pensez. Dans la dépression du Danakil, le sol se trouve à environ 125 mètres, sous le niveau de la mer, plus bas que la mer Rouge, juste à côté. Tout ce qui retient l'océan, c'est une fine crête rocheuse, et elle s'est déjà brisée auparavant. Dans le désert, on trouve encore des fragments de récifs coralliens, vestiges de la dernière fissure de la crête ayant laissé l'océan s'engouffrer. Il est possible que la faille s'arrête et que l'Afrique ne se divise jamais complètement. Mais si la séparation finit par se produire, cela prendra des dizaines de millions d'années. Et pendant que l'Afrique est en train de s'ouvrir, juste au nord, c'est exactement le contraire qui est sur le point de se produire. Un jour, la mer Méditerranée va complètement disparaître. Et cela s'est déjà produit auparavant. Il y a environ 6 millions d'années, le détroit de Gibraltar s'est refermé et la Méditerranée s'est retrouvée coupée de l'Atlantique. La Méditerranée perd beaucoup plus d'eau par évaporation qu'elle n'en reçoit des rivières qui s'y jettent. Donc, sans l'Atlantique, il n'y a qu'une seule issue possible. Elle s'assèche, sa surface s'abaissant de plusieurs milliers de mètres. Ce qui reste, c'est un désert de sel. Les côtes actuelles sont devenues les sommets de grandes montagnes et la plupart des espèces ont disparu. Le bassin s'est ensuite rempli de nouveau. L'Atlantique a inondé la région par Gibraltar, faisant monter la mer de plus de 10 mètres par jour. Le bassin s'est rempli en quelques années. Donc à peu près au même moment où l'Afrique est en train de se fissurer, Gibraltar va se refermer. La Méditerranée va de nouveau s'évaporer et cette fois, tout le bassin sera écrasé, formant une toute nouvelle chaîne de montagnes qui s'étendra de l'Espagne jusqu'à l'Himalaya. Maintenant, allons dans le futur lointain. Je parle de 2 milliards d'années dans le futur et voyons à quoi pourrait ressembler le système solaire. De l'extérieur, le système solaire semble parfait. 8 planètes tournent autour du Soleil avec une précision d'horloge. Mais ce n'est pas parfait. C'est un système finement réglé, en équilibre sur le fil du rasoir, et la plus petite planète pourrait faire basculer l'ensemble dans le chaos. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, et c'est aussi la plus controversée. Si vous prenez le système solaire tel qu'il est aujourd'hui, et que vous simulez les 5 prochains milliards d'années, la plupart du temps, il ne se passe rien. Il reste à peu près le même. Mais si vous relancez la simulation encore et encore, environ une fois sur 100, l'orbite de Mercure devient instable. Chaque orbite dans le système solaire tourne lentement comme l'aiguille d'une horloge, et celle de Mercure tourne presque exactement au même rythme que celle de Jupiter. Si ces deux-là se synchronisent un jour, alors Jupiter commence à tirer sur Mercure au même endroit à chaque tour. C'est un peu comme pousser un enfant sur une balançoire au moment précis, à chaque fois. Cette traction allonge l'orbite de Mercure de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle croise la trajectoire des autres planètes. Elle pourrait percuter Vénus, tomber dans le Soleil, ou même entraîner Vénus et la Terre dans le chaos avec elle. Alors, pourquoi sommes-nous toujours là? Pourquoi cela n'est-il pas déjà arrivé? Eh bien, vous pouvez remercier Einstein. L'orbite de Mercure a constitué la première preuve de la relativité générale, une correction minime à la prédiction de Newton, correspondant presque parfaitement à nos observations. C'est cette correction qui garde l'orbite de Mercure légèrement décalée par rapport à Jupiter. Sans la relativité, l'orbite de Mercure serait instable 60% du temps, au lieu d'1%, mais ne paniquez pas. Le plus tôt que cela pourrait commencer, c'est dans près de 2 milliards d'années, bien après que le gonflement du Soleil ait fait bouillir les océans de la Terre et nous ait forcés à vivre ailleurs. Quand j'étais en 4e, j'ai vu une vidéo de vaisseaux sur YouTube, un peu comme celle-ci, expliquant que la Voie lactée et Andromède finiront par entrer en collision et fusionner. Et je me souviens avoir vraiment ressenti de la tristesse à l'idée de ne jamais pouvoir voir ces magnifiques paysages. Mais tu veux connaître un secret? Ça pourrait en fait ne jamais arriver.
L'année dernière, une équipe a tout recommencé depuis le début. 100 000 simulations utilisant toutes les mesures dont nous disposons grâce aux instruments modernes, en tenant compte de toutes leurs incertitudes, et le résultat a montré qu'il n'y avait qu'environ une chance sur deux que la collision ait réellement lieu. C'est pile ou face. Et tout ça à cause d'une seule chose. Pas la vitesse à laquelle Andromède tombe vers nous, mais la vitesse à laquelle elle glisse latéralement dans le ciel. Andromède est immense et se dirige globalement vers nous. Voici son apparence dans le ciel. Si vous augmentiez sa luminosité, elle ressemblerait à ceci. C'est sa taille réelle vue depuis la Terre. Maintenant, alors qu'elle tombe vers nous, elle dérive aussi latéralement comme ceci. Et mesurer cette dérive latérale est incroyablement difficile. Grâce au satellite Gaïa, les scientifiques ont photographié Andromède pendant 4 ans. Une mesure indique que nous la dépassons, tandis qu'une plus récente, cette année, penche à l'inverse, avec 90% de chances de collision. Mais ces deux résultats sont si proches qu'ils se chevauchent en réalité. Ils sont plus d'accord que de désaccord. La dérive se trouve juste sur le fil du rasoir entre la collision et l'évitement. Alors qu'est-ce qui fait pencher la balance? Une troisième galaxie, le Grand Nuage de Magellan, un satellite de la Voie lactée, qui représente environ 15% de notre masse. Elle nous tire doucement de côté, nous écartant de la trajectoire de collision. Gaïa publiera de nombreuses nouvelles données en décembre. Donc, avec un peu de chance, nous saurons bientôt si la fusion Milk-Dromeda aura lieu. Même si ce n'est pas le cas, dans environ 2,4 milliards d'années, le Grand Nuage de Magellan fusionnera avec la Voie lactée, illuminant le ciel comme Andromède l'aurait fait. Au cœur de notre galaxie se trouve Sagittarius A, notre propre trou noir supermassif. Quand vous imaginez un trou noir, vous pensez sûrement à celui d'Interstellar, avalant tout autour tel un aspirateur cosmique. Mais le nôtre est endormi, et en ce moment il ne consomme qu'environ 1/1000e de l'énergie dont il est réellement capable. C'est donc le trou noir le plus silencieux connu. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais les rayons X réfléchis par les nuages de gaz près du centre galactique révèlent autre chose. Il y a environ 200 ans, lorsque Napoléon était encore en vie, Sagittarius A est devenu au moins 1 million de fois plus lumineux qu'aujourd'hui. Nous ne l'avons découvert qu'en 2023, car c'est à ce moment-là que la lumière nous est parvenue. Et si l'on remonte encore plus loin, cela devient encore plus étrange. Il y a 2,6 millions d'années, alors que nos ancêtres commençaient à fabriquer leurs premiers outils en pierre, Sagittarius A a éjecté un jet si violent qu'il a expulsé 2 énormes bulles de matière hors de la galaxie. Chaque structure mesure 25 000 années-lumière de haut et se dresse encore aujourd'hui au-dessus ou au-dessous de la galaxie. Un jour, il entrera de nouveau en éruption de cette façon. Mais il y a tant de poussière entre nous et le centre galactique que la lumière invisible, pourtant la plus violente de notre galaxie, reste trop faible pour nos meilleurs télescopes. Le ciel nocturne ne vacillerait même pas, mais si vous pointiez un satellite à rayon X vers lui, il brillerait 15 000 fois plus fort que l'ensemble de la nébuleuse du Crabe. Ces éruptions géantes prennent des millions d'années et elles sont pratiquement impossibles à prévoir. L'une d'elles pourrait, en théorie, se produire demain. En fait, toi et moi serons partis depuis longtemps avant que notre trou noir ne se réveille vraiment. Regarde cette image. En gros, chaque point lumineux que tu peux voir est une galaxie entière. Il y en a des milliers ici, toutes entassées dans une portion du ciel que tu pourrais couvrir avec un grain de sable tenu à bout de bras. Il y a environ 2000 milliards de galaxies là-dehors, et presque chacune d'entre elles nous a déjà envoyé son tout dernier photon de lumière. Nous ne l'avons simplement pas encore reçu. Mais laisse-moi t'expliquer. L'espace entre nous grandit. Les galaxies ne bougent pas vraiment. C'est l'énergie noire qui étire le tissu de l'espace-temps lui-même, plus vite que la lumière ne pourra jamais franchir la distance pour nous atteindre. Elles brilleront toujours comme notre Voie lactée, mais bientôt elles seront trop éloignées et s'éloignant trop vite pour que leur lumière nous atteigne encore. Alors une par une, elles glissent au-delà de la limite de ce que nous pourrons jamais voir. Dans environ 100 milliards d'années, soit environ 7 fois l'âge actuel de l'univers, le ciel aura fini de se vider. Dans toutes les directions, les galaxies disparaîtront peu à peu. Nous verrons les étoiles de notre propre galaxie, mais tout le reste, au-delà, aura disparu. Ce sera juste une obscurité totale. Si l'univers était déjà comme ça et que nous lancions Hubble ou JWST pour prendre ces images emblématiques du champ profond, nous n'obtiendrions rien, juste du noir pur. Il n'y aurait absolument rien à voir. Pour une civilisation vivant à cette époque, l'univers entier ne serait que leur seule galaxie. Ils ne pourraient rien faire pour voir au-delà de cette barrière sombre. Les lois de la physique l'interdisent tout simplement, et c'est encore pire. Le fond diffus cosmologique, la véritable lueur résiduelle du Big Bang, s'étire lui aussi avec les galaxies.
La civilisation future n'aurait aucun moyen de découvrir que l'univers a commencé avec le Big Bang. C'est presque exactement ce que nous croyions il y a un peu plus d'un siècle, que notre galaxie était l'univers tout entier. Mais parce que nous pouvons voir ces galaxies lointaines, nous avons pu comprendre notre véritable place dans le cosmos. Honnêtement, je suis simplement heureux que les humains soient apparus aussi tôt dans l'univers. Plus tard, et la véritable beauté du cosmos aurait été impossible à découvrir. Maintenant, enfin, allons jusqu'à la fin des temps. Longtemps après la mort des dernières étoiles, après l'évaporation des tout derniers trous noirs, après que l'univers soit devenu complètement sombre, il y a une dernière explosion. Mais qu'est-ce que c'est? Tout commence avec une naine blanche, le noyau mort mais encore lumineux, qu'une étoile comme le Soleil laisse derrière elle à la fin de sa vie. Attendez des billions d'années et elle refroidit lentement. Sa lumière s'estompe jusqu'à ce qu'elle devienne une naine noire, un diamant gelé de la taille d'une planète, là où se trouvait autrefois une étoile. Il n'en existe pas encore une seule dans l'univers. Nous sommes tout simplement arrivés bien trop tôt. La première ne se formera pas avant environ 1000 milliards d'années. Mais au cœur de cette masse froide et sombre, il se passe encore un peu de magie physique. Les atomes, fortement compressés, finissent lentement par se rejoindre par effet tunnel et fusionner. Pas de chaleur, juste de la pression. Et petit à petit, cela transforme toute l'étoile en fer, et le fer pose problème. Quand assez de fer se forme dans le cœur, l'étoile ne se soutient plus et la pression l'emporte. Ainsi, après avoir flotté dans l'univers sombre, parfaitement stable pendant des billions et des billions d'années, elle s'effondre puis explose. Cela se produira dans 10 à la puissance 1100 ans à partir de maintenant. Il n'existe pratiquement aucune analogie que je puisse vous donner pour vous aider à comprendre ce nombre. C'est un 1 suivi de 1100 zéros. Prenez l'âge total de l'univers aujourd'hui, soit 13,8 milliards d'années, puis revivez-le. Puis recommencez encore et encore, une fois pour chaque atome de l'univers observable. Cela ne fait toujours que 10 à la puissance 90 ans. Vous venez à peine de commencer. Ce sera la toute dernière lumière que l'univers produira jamais. Un dernier éclair dans l'obscurité totale, sans personne pour le voir. Le tout dernier événement avant la fin du temps lui-même.